Je vais laisser la place à Chantal Taconnet, du département informatique de l'école, que je remercie vivement, puisque c'est grâce à elle et au département que on a réussi à faire cette conférence avec des conférenciers de bonne qualité. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi je suis très contente évidemment que vous m'ayez sollicité pour introduire le sujet qui m'est cher, sur les systèmes répartis. Et voilà, et je suis très contente qu'il y ait un noyau d'étudiants passionnés qui aient choisi ce sujet. Alors je crois que c'est plusieurs générations de Minettes qui ont choisi ce sujet. Et voilà, qui ont permis de rassembler alors 4 conférenciers, un public nombreux en cette journée de mai pluvieuse. Et voilà, autour du système réparti. Alors, c'est quoi le système réparti? Je ne vais pas vous embêter longtemps, mais juste comme ça, j'ai eu envie de vous... Alors, les systèmes répartis, voilà, ça date de quand? À vrai dire. Alors, pour moi, les débuts, c'est 1971, avec le premier réseau ARPANET, inventé dans les locaux de DARPA, où il y avait 4-5 ordinateurs qui communiquaient enfin. Et donc là, on a eu les premiers envois de messages en 1971. Alors, quelques années après, 40 ans après, on est passé de quelques machines connectées à des milliards de machines connectées. Et voilà. Et ça contredit complètement ce cher Thomas Watson, qui disait que on aurait besoin que de 5 ordinateurs sur toute la planète. Alors, bon, à sa décharge, Thomas Watson, donc c'était le président de IBM, mais c'était en 1943. Et donc, effectivement, les choses ont changé. Alors, à peu près en 1943 est né Leslie Lamporte, qui est un chercheur en système réparti. Alors voilà, qu'est-ce qu'il disait sur les systèmes répartis? Alors, c'est un système sur lequel je ne peux pas exécuter mon travail parce qu'il y a une machine dont je ne connais même pas le nom qui est en panne. Donc ça, je pense qu'on a tous vécu ça. Bon, c'est bon. Une autre définition de système réparti, c'est un système sur lequel des processeurs qui sont répartis, qui communiquent par échange de messages. Donc là, en fin de compte, on voit que c'est tout. Tout est système réparti. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui n'est pas système réparti. Alors bon, il y a eu plein de choses intéressantes. Alors il y a eu en 1984, j'en ai pas pour des heures, les appels de procédure distante, l'annuaire DNS, voilà, ça date de là, 1984, celui qu'on utilise aujourd'hui. Après, il y a eu le web, 1994. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est dans les années 2000, l'arrivée des mobiles, des téléphones intelligents. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de téléphones intelligents que de machines fixes. Donc, c'est les machines mobiles qui font les systèmes répartis. Les machines multicœurs et les objets connectés. Voilà. On a des milliards d'objets, de machines qui sont connectées et qui forment les systèmes répartis aujourd'hui. Et donc, il y a plein de sujets toujours intéressants sur les systèmes répartis. Même si ça date de 40 ans, c'est toujours très vivant, très actif. Et il y a plein de choses dont vous allez voir quelques aperçus aujourd'hui grâce à cet événement. Alors, voilà, il y a des problématiques d'architecture de déploiement. Où est-ce que je mets mes calculs? Est-ce que je les mets côté client? Est-ce que je les mets côté serveur? Et au fil des temps, ça change. Des fois, on dit, ah non, il faut tout mettre sur le client, non, il faut tout mettre sur le serveur. En ce moment, c'est plutôt on met tout un peu sur le cloud. Mais bon, ça bouge, suivant les années, ça bouge. Il y a des problématiques d'algorithmique répartie, et je pense que vous allez en avoir des aperçus, notamment avec Diamocar. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais sûrement que vous aurez tous ces sujets à la fois, des patrons de conception, des modèles de programmation. Il y aura aussi des problématiques système, comment j'utilise les ressources de mes systèmes répartis. Voilà, donc il y a 4 conférences. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui se passent côté serveur du système réparti. Donc première conférence, donc je vais me tromper, Duai Duan. Donc il y a un développeur chez DataSfax et il va parler d'un sujet très le buzzword, les big data et surtout du logiciel Cassandra qui est une base de données qui peut être tout à fait répartie. Et donc ça sera la première intervention. Deuxième intervention, c'est Dia Mokhtar, je vais me tromper aussi, donc qui est un
un ancien participant de Minet très actif. Il me disait qu'il avait participé à la première conférence Minet en 2011. Voilà, alors lui, il va s'intéresser à... Ouais, parce que qui dit serveur sur l'internet dit montée en charge, plein de clients, et donc lui il va parler, si j'ai compris. Hein. Donc quand il y a plein de clients, il faut répliquer les choses, et quand on réplique les données, il y a des problèmes de synchronisation de données. Après, donc intervenant de chez Google, Martin Gorner, qui va vous parler de TensorFlow. Donc c'est un logiciel libre, hein, parce que je sais que Minet est attaché aux logiciels libres aussi, qui permet de faire de l'apprentissage, alors en particulier avec des réseaux de neurones. Et puis, donc qui dit système d'apprentissage avec réseau de neurones dit besoin de grosses puissances de calcul, et donc dit distribution des calculs sur plein de machines, encore répartition. Et puis enfin, je ne pas que je me trompe, Maxime Laurière, qui vient de l'université Lipsis, à Paris 6, et qui a eu son doctorat en février 2016, et qui va vous raconter son travail de doctorat. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être qu'il y a des futures carrières de chercheurs ici, j'en sais rien. Bref, peut-être que vous allez donner des... Bref, et alors donc, lui, il va nous parler des couches à ces systèmes, puisque c'est comment plusieurs machines virtuelles, qui sont sur une ou plusieurs machines d'un centre de calcul, vont se partager une ressource qui est importante, qui est la mémoire. Voilà. Donc, je laisse la place. Vous pouvez partir sur un système à 3 nœuds, donc 3 machines, jusqu'à un cluster avec un 1000 nœuds. Donc chez Netflix, par exemple, qui ne connaît pas Netflix ici? Bon, ça va. Ah bon, ça existe. Donc chez Netflix, typiquement, il déploie Cassandra sur un cluster de 1000 nœuds, d'accord? Donc scalabilité linéaire, la haute disponibilité. Pourquoi? Enfin, même plus que haute, c'est une disponibilité continue. Parce qu'en fait, Cassandra s'inspire de l'architecture DynamoDB de chez Amazon. C'est une architecture qui, en fait, faut savoir que dans les systèmes distribués, on n'a que 2 grandes familles d'architecture, maître-esclave ou sans maître. D'accord? Donc, Cassandra, c'est un système sans maître. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de coordinateur qui dit qui fait quoi. Du coup, le fait qu'on soit sans maître fait que on peut s'autoriser à perdre une machine sur N ou 2 machines sur N, et qu'on puisse continuer à fonctionner en permanence sans interruption de service. Donc ça, c'est une propriété très importante. Et du coup, voilà, j'ai trouvé sur Twitter quelqu'un qui a dit que, il avait un centre de données sur Cassandra, donc c'est une boîte américaine. Et en fait, il y avait l'ouragan Sandy, quelle année? En 2012. Leur centre de données était complètement inondé sous l'eau, donc ils ont perdu toutes les données. Effectivement, quand vous avez de l'eau dans vos machines, c'est fini les disques durs. Sauf que le seul service qui tournait sur Cassandra et qui était répliqué dans un centre de données à distance, c'était le seul service qui marchait encore, évidemment en mode dégradé, c'est-à-dire que les performances sont ralenties. Mais ça marchait quand même, et ils ont pu reconstruire intégralement les données, donc ils n'ont pas perdu des données. Ça parce que, en fait, Cassandra vous autorise à gérer vos données sur les différents centres de données. Donc c'est un concept. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise internationale, vous avez des clients aux États-Unis, en Europe, en Asie. L'idée, c'est de créer des centres de données colocalisés. Pourquoi? Parce que vous avez envie que vos clients américains aillent taper sur le centre de données qui se trouve à New York et pas à Paris. Et non, parce que sinon on va traverser l'Atlantique et on va se taper des temps de latence beaucoup plus importants. Et avec Cassandra, en fait, le déploiement sur des multiples centres de données est très facile parce qu'en fait, ça a été codé dès le début dans le produit. D'accord? C'est juste de la configuration. Vous n'avez pas besoin d'installer des logiciels supplémentaires pour faire ça. Donc typiquement, on peut déployer sur du cloud avec Amazon, avec du cloud Google, le nouveau cloud Microsoft ou du Cloud Stack. Comment les données sont réparties dans Cassandra?
Alors ici, vous avez un cluster de 8 machines. Chaque fois que vous faites une opération avec Cassandra, typiquement, alors qui connaît du SQL ici? Levez la main s'il vous plaît. Bon, quasiment tout le monde. Donc je vais parler un langage que tout le monde comprend. Lorsque vous faites un insert dans la base Cassandra, vous devez fournir ce qu'on appelle une clé partition, d'accord? Donc dièse partition. Alors une clé partition, il faut voir ça. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière s'il vous plaît? La clé partition, il faut voir ça comme une clé primaire de votre table. Quand vous créez une table, et vous avez une clé partition. Bon, le contraste c'est pas terrible, on va faire avec. Et c'est grâce à cette clé partition que Cassandra va appliquer une fonction de hash. L'application de la fonction de hash sur votre clé partition donne ce qu'on appelle un token, d'accord? C'est un entier numérique. Alors la plage de toutes les valeurs possibles de cette valeur de hash est très grande. Et l'idée c'est que si j'ai, ah oui, on voit très très mal. Si j'ai 8 machines dans mon cluster, Cassandra va découper cette plage, cet intervalle de valeur de hash en 8 intervalles de longueur égale, d'accord? Et comme ça, à chaque fois que vous allez insérer une donnée, il calcule le hash à partir de la clé partition et il sait sur quel nœud assigner les données, d'accord? Évidemment, on choisit la fonction de hash pour qu'elle soit très distributive. Le résultat, c'est que vos données seront réparties de manière uniforme sur tout le cluster. Alors attention, ça, quand je dis répartition uniforme des données, c'est modulo un grand nombre. C'est comme les statistiques, d'accord? Si vous insérez seulement 10 entrées, 10 données, bah, il y a très peu de chances statistiquement qu'elles soient bien réparties sur les 8 machines. Par contre, si vous allez insérer 1 million, 2 millions, 10 millions, effectivement, les lois de la statistique vont faire qu'elles vont être réparties uniformément. Voilà. Donc en fait, on a un concept de table distribuée, d'accord? Donc là, vous avez une table user qui contient des personnes. La clé de partition, c'est user ID. Donc, alors j'ai oublié de dire, une partition, c'est une ligne physique sur 10, d'accord? Donc ça, c'est une ligne. Donc user ID, nom, prénom, âge, adresse, etc. Grâce à la fonction de hash, donc, Cassandra va pouvoir placer chaque partition, donc chaque ligne physique, sur différentes machines. Et c'est comme ça qu'on arrive à scaler linéairement avec Cassandra. Donc supposons qu'aujourd'hui, sur votre production, vous avez 8 machines. Les disques se remplissent, le taux d'occupation du processeur augmente, etc. La mémoire est saturée. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus d'utilisateurs. Tant mieux pour vous, ça veut dire que votre entreprise marche bien. Alors pour accompagner cette montée en charge, ce que vous pouvez faire avec Cassandra, c'est rajouter 2 machines supplémentaires, d'accord? Donc ce qui va faire Cassandra automatiquement, c'est qu'il va redistribuer les données depuis les 8 machines existantes vers les 2 nouvelles machines. Alors comment? C'est simple, souvenez-vous des 8 intervalles de hash dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un algorithme dans Cassandra qui fait que il va créer 2 nouveaux intervalles, d'accord? Et il va prendre un petit bout de valeur de hash de chacun des 8 intervalles existants pour créer les 2 nouveaux intervalles. Alors pourquoi cette technique? Pour pouvoir pour faire participer toutes les machines du cluster. Parce que si vous dites bah tiens, je vais prendre le G et le H et je vais les couper en 2 pour créer mes 2 nouveaux intervalles de H, eh bien il y aura que ces 2 machines là qui vont travailler et les 6 autres ils vont pas travailler. Donc voilà, c'est une technique pour faire participer tout le monde et en plus chacun donne un petit peu de ces données. Dernier point, pour être résistant à la panne, il n'y a pas de magie dans la vie, d'accord? En système réparti, en système distribué, pour être résistant à la panne, on doit dupliquer les données. Donc dans Cassandra, on définit ce qu'on appelle un facteur de réplication. Donc ici, c'est 3. Donc, souvenez-vous, vous faites un insert avec votre clé partition. Cassandra calcule le hash comme un grand. Il sait que le hash va tomber sur cet intervalle-là, donc il va écrire la donnée sur cette machine-là. Mais comme on réplique 3 fois, 1, 2, 3. Donc il va écrire en parallèle sur les 3 nœuds. Voilà, c'est pas sorcier. Comment ça se passe en pratique? Vous faites un insert, la requête arrive sur un nœud. Le nœud qui reçoit une requête, on appelle ça un nœud coordinateur. Alors c'est pas du tout une notion de maître ou esclave, c'est juste un nœud qui reçoit la requête. Donc lui, voilà ce que j'ai dit, il fait le travail de calcul de hash. Comme chaque nœud connaît la topologie du cluster, donc il connaît les adresses IP des machines, il connaît les plages d'intervalle de hash.
Donc il sait qu'il doit écrire en parallèle sur ces 3 nœuds-là. Alors vous allez me dire, mais si jamais ce nœud-là tombe en panne, parce qu'en fait, une règle de base dans le système distribué, c'est supposer toujours le pire, c'est-à-dire supposer qu'on a des machines qui tombent en panne. Évidemment, dans la réalité, c'est pas si souvent, mais si on est couvert, on est complètement sûr lorsque les machines tombent en panne, bah, ça veut dire que qui peut plus peut le moins. En temps normal, on est tranquille. Donc si le coordinateur tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas grave. La prochaine requête peut aller taper sur n'importe quel autre nœud. Comme tous les nœuds sont symétriques, il n'y a pas de maître. Tous les nœuds peuvent jouer le rôle de coordinateur, donc peuvent faire ce travail, en gros, de proxy, en fait. Alors, c'est gentil de dupliquer les données, mais dans un système sans maître, se pose le problème de la cohérence de données. Parce que là, mon coordinateur, il a écrit en parallèle la donnée sur les 3 nœuds. Mais si jamais, qu'est-ce qui se passe si j'ai une coupure réseau ici, sur le nœud B, d'accord, sur le deuxième nœud, là, ici, et que ma donnée n'est pas encore écrite sur celle-là, alors qu'elle est écrite sur le premier et le 3e nœud? Et ben, ça veut dire qu'à la lecture, quand je vais lire, j'aurai un problème de cohérence de données. Donc ça, c'est inévitable dans un système sans maître. Donc pour pouvoir travailler avec ce genre de problème d'incohérence, Cassandra vous donne vous définit ce qu'on appelle un niveau de cohérence. C'est un niveau de cohérence que vous pouvez demander à Cassandra d'appliquer lors de la lecture ou de l'écriture. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est un niveau de cohérence par définition? C'est le nombre de réplicas que vous voulez faire participer à la requête. One, ça veut dire juste un réplica parmi les n. All, ça veut dire tous les réplicas. Et quorum, c'est la majorité stricte par rapport au nombre de réplicas. Si je réplique 3 fois, le quorum de la majorité stricte, c'est 2. Facile. Si je réplique 4 fois, le quorum, ce n'est pas 2, c'est 3. Toujours majorité stricte. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Juste pour cette partie-là d'introduction très très brève à Cassandra. Oui, au fond. Le slide avant. Hop, hop. Oui. Les quoi? Les hacks? Oui, ici on utilise les hacks. Mais en fait, le truc c'est que si j'écris et que j'ai 3 réplicas et que je veux attendre les 3 ACK, les 3 acquittements, le problème c'est que du coup mon écriture va être le temps de latence de mon écriture va être lié au nœud le plus lent, nécessairement. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne le choix à l'écriture ou à la lecture de choisir le niveau de cohérence que vous voulez. Si vous choisissez one, ça veut dire que l'écriture se fait toujours en parallèle sur les 3 réplicas, mais le coordinateur attend un seul acquittement, n'importe quel acquittement qui vient de n'importe quel réplica, et dès qu'il reçoit un seul, il considère que l'écriture est réussie. Si on veut, ça veut dire qu'on a une garantie certaine que la donnée est écrite sur au moins un des réplicas. Si on veut un peu plus de garantie, on dit quorum, ça veut dire majorité stricte. Donc là, le coordinateur, il va se bloquer pour recevoir au moins 2 acquittements sur les 3 réplicas. Et all, ça veut dire tout. Donc en fait, c'est un choix qu'on donne aux développeurs. Parce que si on fait systématiquement avec le niveau all, ça veut dire qu'on attend tout le monde. 1, c'est lent. Et 2, on n'est plus hautement disponible. Pourquoi? Parce que si jamais je perds un nœud en pleine opération d'écriture, ce nœud-là tombe, mon écriture échoue. D'accord? Alors, ça, c'est un autre débat. Comment détecter qu'une machine est vivante ou morte? Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, on a des algorithmes de détection de l'état d'un nœud qui est un peu plus évolué que le binaire, vivant ou mort. Mais effectivement, on a un algorithme assez sophistiqué, mais bon, je vais pas en parler aujourd'hui parce que sinon je vais dépasser le temps. Oui, question? En fait, j'ai pas présenté, mais vous anticipez la suite de ma présentation. Mais en fait, on utilise un système de timestamp, de temps. En fait, à chaque écriture, on assigne un temps, et c'est le dernier qui écrit qui gagne. Mais on va en parler d'ailleurs. C'est bien que vous me posiez la question parce que on va faire la transition avec les CRDT.
D'accord. Donc premier structure de données, CRDT. Donc c'était décrit formellement dans un papier par Marc Shapiro en 2011. Donc lui, il a travaillé, je crois, pour l'INRIA. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ses publications. Donc voilà. Alors dans le contexte de Cassandra, on va rentrer dans le détail. Quand vous faites un insert, quand vous créez une donnée dans Cassandra, d'accord, donc vous faites un insert into, d'accord. Ça parle à tout le monde, ça, le insert. Bon, c'est bon, personne n'est choqué. Donc c'est du SQL, hein. Enfin du pseudo SQL. La clé partition, c'est John Doe, d'accord. Donc Cassandra va écrire la clé partition, donc John Doe, avec deux colonnes l'âge et le nom, parce que j'ai défini que l'âge et le nom dans mon insert. Mais la subtilité, c'est qu'au niveau du coordinateur, le coordinateur va assigner à chaque colonne un timestamp T1. Très bien. Donc il écrit ça en mémoire, puis à un moment donné, la mémoire n'étant pas finie, et il met sur disque. Bon, très bien. Donc dans un fichier qu'on appelle un fichier, alors le terme consacré c'est SSTable, String Sorted Table, parce que ça vient du papier Big Table de chez Google. Sachez que ce sont des fichiers immuables. Ça veut dire une fois qu'on écrit sur disque, on n'a plus le droit de les modifier. On ne fait que lire ou effacer complètement le fichier. Supposons qu'on fasse une mise à jour, un update sur l'âge de John Doe. Bon très bien. Donc comme on n'a pas le droit de modifier ces fichiers puisqu'ils sont immuables, Cassandra va créer une nouvelle colonne avec la nouvelle valeur de l'âge avec un timestamp T2 super à T1. Donc un deuxième fichier immuable. Ça marche pareil pour les suppressions. Quand vous faites un delete, Cassandra va créer une autre colonne avec un marqueur de suppression T3. T3 est super à T2, super à T1, évidemment. Bon, alors, vous allez me dire, mais ça veut dire que si je continue à faire des mutations, des modifications sur mes colonnes, Cassandra va créer plein de fichiers sur disque. Effectivement, c'est vrai. Mais on a un process qu'on appelle la compaction, c'est-à-dire de temps en temps, il va lire tous ces fichiers, il va les monter en mémoire, il va les fusionner pour ne garder que la dernière valeur. Pour éviter qu'il y a trop de fichiers, en fait, la fragmentation. Donc quand vous faites un select, ce qui se passe, c'est que il dit bon, l'âge de John Doe se trouve dans ces trois fichiers-là. Il va les lire, les monter en mémoire. Il va retourner la valeur avec le timestamp le plus grand, donc T3 dans ce cas-là. Ça veut dire que le select va retourner nul. Ça veut dire que logiquement l'âge n'existe plus, mais physiquement c'est encore là. Non, voilà, la compaction dont je parlais tout à l'heure, c'est pour faire le ménage. Âge T3, voilà. En fait, il faut savoir que les colonnes dans Cassandra, les colonnes physiques sur le disque, ce sont des structures de CRDT. Alors donc du coup, qu'est-ce que c'est CRDT ? CRDT, c'est des structures de données répliquées qui convergent. Donc c'est très très intéressant pour les systèmes distribués, parce qu'en fait, Marc Shapiro, il a défini un cadre formel pour prouver que si vous avez des structures de données qui répondent aux critères des CRDT, alors vos données peuvent converger à terme. Alors attention, mes slides sont en anglais parce que voilà, je fais des conférences en Europe. Eventual convergence. Faites attention aux faux amis en anglais. Ça ne veut pas dire convergence éventuelle. Ça veut dire peut-être que si, peut-être que non. Ça fait un peu peur. Éventuel en traduction en français, ça veut dire à terme. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on ne sait pas quand, mais au bout d'un certain temps, ça va converger. Et c'est garanti, c'est prouvé. Alors, la définition formelle, dans le papier de CRDT, c'est alors un treillis, un demi-treillis, voilà, borné. Donc, alors, j'essaye tant bien que mal de trouver la traduction de ce mot en anglais. Donc, la seule traduction que j'ai pu trouver, c'est un demi-treillis semi-borné. C'est un ensemble muni d'une relation d'ordre inférieure et équipé d'une fonction borne sup. Alors la fonction borne sup, comment on la définit ? C'est trivial. Hein. Si m est le résultat de la fonction borne sup de x et y, alors sous la relation d'ordre inférieure, alors si on a x inférieur à m, la borne sup y inférieur à m, alors on peut pas trouver une autre borne sup qui vérifie la même condition. C'est trivial. Hein. De cette définition s'ensuit que la fonction borne sup est commutative, idempotente et associative. D'accord. Vous pouvez commuter des bornes sup, ça reste une borne sup. Idempotent, vous appliquez 2 fois la fonction borne sup, ça reste la borne sup, etc.
Du coup, en fait, si on regarde de plus près, regardez, souvenez-vous mes structures de données là. En fait, la clé partition, puis la colonne associée avec une valeur et un timestamp. Si on définit mon ensemble comme un tas de colonnes définies par une clé partition, le nom de la colonne et un timestamp. Alors, ce tas ordonné est un demi-treillis borné, comme dans la définition de CRDT, d'accord? Bah, c'est simple. On utilise la fonction de BandSup, c'est le max de timestamp, d'accord? On prend toujours le maximum du timestamp. Le timestamp étant en entier, bah, si on a le max de timestamp entre S1 et S2, enfin S1 est inférieur au max de timestamp de S1 et S2, etc. Donc je vais pas détailler, c'est juste l'application de fonction de BandSup. Alors la propriété, là où je veux souligner, c'est les propriétés. La propriété d'idempotence, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que, typiquement, l'écriture se fait en parallèle sur 3 nœuds, d'accord? Souvenez-vous de mon schéma tout à l'heure, le coordinateur qui envoie l'écriture sur les 3 nœuds, nœud 1, nœud 2, nœud 3. T2, T2, T2. L'idempotence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je relis les données depuis le coordinateur demande à mes 3 réplicas, donne-moi l'âge mon âge, d'accord? Les douanes, c'est moi. Chaque nœud va retourner l'âge avec le timestamp. Eh bien, j'applique la fonction max de timestamp sur mes 3 colonnes. Bah, vu que c'est la même timestamp, bah, le résultat apparaît. D'accord. La commutativité, bah, c'est simple. Je peux commuter le max de timestamp. Bah, on peut intervertir l'ordre, ça change pas. Et l'associativité, bah pareil. Je peux faire le max des 2 colonnes, puis faire le max du résultat des 2 colonnes avec la 3e colonne. Le résultat est toujours pareil. Donc ça, c'est un autre exemple où en fait vous avez l'adresse et l'âge dans un fichier 1, l'adresse et l'âge dans un fichier 2, fichier 3, fichier 4. Et en fait, quand vous faites le max de tout le monde, vous faites un select âge. Ce qu'il va faire, Cassandra, c'est qu'il va appliquer la fonction max de timestamp sur les différentes colonnes. Pareil pour l'adresse, d'accord. Alors il y avait j'ai pas mentionné le papier de recherche complet parce que il est long comme 3 bras. Il y avait une proposition qui dit que pour que ça converge à terme, il y a quand même des conditions, d'accord. Donc il faut que premièrement, bah, votre structure de données réponde à la définition de CRDT, c'est-à-dire qu'il y a une fonction BandSup. Deuxièmement, que le système distribué communique entre eux, d'accord. Les nœuds dans le système distribué communiquent entre eux. Alors de manière sûre. Alors cette phrase-là, alors traduction en anglais, il faut savoir lire entre les lignes. Potentiellement sûr entre 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah vous avez juste un câble réseau, quoi. Alors le potentiellement, faut traduire. Peut-être que de temps en temps j'ai découpé un réseau, mais je sais qu'à un moment donné le réseau va revenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si j'ai un réseau, même si il peut être coupé de temps en temps, mais du moment que je peux relier deux nœuds, alors mon système peut converger. D'accord. Alors ça aussi, cette propriété, le système transmet des données indéfiniment entre des paires de réplicas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réplicas se parlent entre eux. Alors pourquoi ils se parlent entre eux? Bah, pour les opérations de réparation, qu'on en parlera tout à l'heure, parce qu'en cas de désynchronisation, typiquement, si j'ai écrit une valeur et qu'il y a un des réplicas qui a loupé la mise à jour, parce qu'il y a une mini coupure réseau, le fait que les réplicas se parlent entre eux et qu'ils puissent se réparer les données, fait que mon système va aussi converger. D'accord, donc voilà. Dans le cas de Cassandra, la fonction BandSup, c'est le max de timestamp. Alors les gens qui sont très à cheval sur les principes, il dit attention le timestamp. Le problème c'est que le timestamp n'est pas très, c'est pas une mesure absolue, d'accord. Le temps n'est pas une mesure absolue.
Et donc on peut avoir entre différentes machines, on peut avoir des dérives au niveau de l'horloge. Ce qui fait que du coup, évidemment, il est obligatoire de mettre un serveur NTP sur chaque machine. Mais cela étant dit, même avec un serveur NTP bien configuré pour corriger les dérives de l'horloge, on n'a jamais une exactitude mathématique, hein, faut savoir. Hein. Ça, dans la pratique, ce sera pas possible. Donc effectivement, il y aura des dérives alors de l'ordre de la milliseconde. Donc si on configure bien son NTP, ça va limiter les effets de dérive temporelle. Avant de répondre aux questions, sachez que les structures de CRDT, ce qu'il faut retenir, c'est les 3 propriétés absolument fondamentales en système distribué: commutativité, associativité, idempotence. Le fait d'avoir juste la commutativité et l'associativité fait que vous pouvez distribuer des calculs et des données. Alors je prends l'exemple d'une somme. Est-ce qu'on peut calculer une somme de manière distribuée? Ça veut dire que chaque machine fait la somme partielle et puis après on fait la somme totale sur un des nœuds. D'accord. Oui. Alors ça marche bien parce que la somme, la fonction somme mathématique est associative et commutative. La dernière propriété, qui est l'idempotence, elle est importante pour les pannes. Je m'explique. L'idempotence, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si je réapplique ma fonction, le résultat, plusieurs fois, hein, n fois, alors le résultat sera le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma machine est en panne, une des n machines dans le réseau est en panne, je peux réappliquer la fonction pour recalculer, pour refaire le calcul, et le résultat final doit être exactement pareil. Dans le cas d'une somme, ce n'est pas la fonction somme n'est pas idempotente, parce que si vous faites plus 1, bah, si vous appliquez plusieurs fois plus 1, bah, vous ne faites qu'incrémenter. Donc les 3 propriétés sont très importantes dans un système distribué. Et dans l'avenir, lorsque vous allez travailler, demandez-vous à chaque fois qu'on vous parle des algorithmes, des technos en système distribué, est-ce qu'elle vérifie ces 3 propriétés? Et si oui, quelles propriétés? Enfin, les 3 ou les 2 premières. Et de là, vous allez déduire quelles sont les possibilités permises par votre technologie. Des questions ou pas sur cette première partie? Oui. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez favorisé l'algorithme CRDT sur Logout ou EncroOut. Le quoi? Logout ou EncroOut, les algorithmes de réplication de données. Ah, c'est pas moi qui a décidé, c'est les gens qui ont implémenté. Oui, d'accord. Merci. Je n'ai aucun pouvoir de décision. En fait, c'est l'équipe de la fondation Apache Cassandra qui a. D'ailleurs, c'est Facebook même qui l'avait implémenté. Là. Oui, parce que si on utilise, je me souviens pas, Logout ou Out, on n'a plus besoin de temps, timestamp. On va utiliser des identifiants. Par exemple, si vous faites A, B, et moi je fais C et D. Moi je rajoute un autre qui est D. Donc il va me donner un identifiant plus petit que le dernier et plus petit que le caractère avant et plus grand que le caractère suivant. Donc comme ça, une mise à jour, ça sera bien. Le seul inconvénient, c'est que on aura beaucoup d'identifiants. Donc ouais. Et en plus, vous avez donné une propriété implicite que vous n'avez pas mentionnée, c'est que le plus petit que le caractère précédent, plus grand que le suivant, etc. Ça veut dire que vous supposez qu'on est capable dans un système distribué de fournir une séquence monotone strictement croissante. C'est pas trivial comme propriété. Ce n'est pas trivial comme propriété. Bon, je me connais pas trop en maths. En gros, ça veut dire qu'on est capable de générer un nombre toujours qui s'incrémente 1, 2, 3. C'est une séquence en oracle, d'accord? Oui, voilà. C'est possible. Bien sûr. Système distribué, une séquence strictement croissante, avec en cas de panne et tout, sans lock distribué. Non. Avec un lock distribué, oui, mais si vous faites un lock distribué, vous perdez les propriétés de résistance à la panne, etc. C'est possible, hein, c'est possible, tout est possible dans la vie. Je peux coder un serveur web en assembler, c'est possible. Mais avec un lock distribué, une séquence. Oui, je vous parle de cet algorithme. Il a déjà été implémenté par Marc Shapiro et je m'en souviens pas trop. C'était un Nancy, je me souviens. Et François Charrois, je crois. C'était ces deux-là, ils l'ont déjà implémenté et il a prouvé que ça marchait déjà. Ah oui, il y a pas de souci. D'accord. En fait, il y a entre le papier
théorique et l'application pratique, il y a quand même pas mal par exemple, il y a pas mal de papiers théoriques, par exemple Paxos qui dit, bah voilà, je vous garantis un consensus distribué, mais à condition de trouver un leader. Et l'élection de leader dans le protocole Paxos, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est implicite, ça veut dire, voilà, je suppose, pour le besoin de ma démonstration de mon papier de recherche, qu'on puisse trouver un leader dans un système distribué. Et c'est loin d'être trivial. C'est toujours comme ça. Ça veut dire que les papiers de recherche partent avec certains papiers de recherche partent avec des présupposés. Je suppose que ça existe et qu'on puisse faire ça. Et à partir de là, ils construisent leur algorithme. Mais leur présupposé est loin d'être évident à appliquer en pratique. Je vous remercie. De rien. Les Plum Fitters, alors ça va être un peu plus rapide. C'est une structure de données assez intéressante. Alors je vais vous montrer le chemin d'écriture Cassandra. Quand vous écrivez quelque chose, vous faites un insert. Cassandra écrit d'abord sur disque, dans un truc comme Medlock, puis en mémoire. Et une fois écrit en mémoire, il va répondre avec un acquittement en disant au coordinateur, oui, c'est écrit. Alors sur disque, pour ne pas perdre de données, parce que si je mets tout en mémoire, bah, quelqu'un était à la machine, j'ai tout perdu. Et après, évidemment, au bout d'un certain temps, la mémoire grossit, on flush tout sur disque dans les SS tables que vous avez vu déjà tout à l'heure, etc., etc. Donc, quand vous allez faire un select, ce qu'il va faire Cassandra, c'est qu'il va lire en mémoire et sur disque. Le problème, c'est que souvenez-vous de mon problème de fragmentation tout à l'heure. Plus vous faites des mises à jour, plus ça écrit dans des fichiers différents. Évidemment, la compaction va les fusionner ensemble. Mais avant que la compaction passe, avant que chaque passe de compaction, si vous faites beaucoup de mises à jour, vous allez devoir lire dans différents fichiers sur disque. Et on sait tous que sur un disque rotatif, alors je parle pas des SSD, mais sur les disques rotatifs, les temps d'accès, c'est de l'ordre de 5-6 millisecondes pour les meilleurs disques, d'accord? Donc, plus vous avez des fichiers à lire, plus vous avez perdu du temps, plus la latence augmente. Alors, comment optimiser ça? Donc, le but, c'est de lire dans les fichiers, lire seulement dans les fichiers qui contiennent la donnée qui vous intéresse. Alors, dans mon exemple tout à l'heure, je voulais l'âge de John Doe. Ça veut dire que potentiellement, je ne devrais lire dans les fichiers qui contiennent la partition John Doe et pas les autres. Parce que les autres fichiers ne contiennent pas la partition John Doe, d'accord? Alors, comment je peux savoir? Et là, on utilise une structure de données qu'on appelle les Plum Fitters. Alors, c'est pas tout récent, hein, le Plum Fitter, c'est assez vieux. L'idée, c'est une structure de données très, très compacte qui demande très peu d'espace pour stocker. C'est une structure probabiliste, d'accord? Ça veut dire qu'on a des faux. Cette structure est utilisée pour savoir si oui ou non un élément appartient à un ensemble. Alors dans notre exemple, c'est si oui ou non une valeur, enfin une clé partition appartient à un fichier. Les Plum Fitters donnent des vrais négatifs, mais peut donner des faux positifs. Alors l'idée, c'est que chaque fois que vous flushez sur disque, d'accord, tac, 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 je reviens, tac, 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 voilà. Pour chaque fichier immuable sur disque qui contiennent plein de partitions, John Doe, Jean, Jacques, Martin, etc., je crée un filtre de Plum qui est très petit. Hein, ça prend moins d'un méga, largement. Et je vais utiliser ce filtre de Plum à la lecture. Et puis pareil, chaque fois que je fais une mise à jour, je modifie mon filtre de Plum. Et à chaque fois que je vais faire un select pour faire une lecture, je vais utiliser ce filtre de Plum pour savoir si ma partition se trouve dans ce fichier, oui ou non. Comment ça marche? Un filtre de Plum, ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau de bits, d'accord? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Chaque fois que vous écrivez, par exemple, j'écris la partition fou, ou John Doe, ou Martin. La clé partition, on raisonne toujours par la clé partition dans Cassandra, d'accord? J'applique n fonctions de h. Donc ici, j'en ai 3, mais en réalité, c'est n. Chaque fonction de h va mettre un bit à 1 dans mon tableau ici, d'accord? Donc h1 va mettre ce bit à 1, h2, etc. J'écris une autre partition dans mon fichier, donc bar. J'applique les 3 mêmes fonctions de h qui vont écrire un peu partout. Alors évidemment, comme la taille du tableau n'étant pas infinie, on peut avoir des chevauchements, d'accord? Donc on peut avoir des écrasements, par exemple, fou et bar, la fonction de h
H2 écrit ici et la fonction de H1 sur bas écrit sur la même cellule. Donc, on a des collisions. Très bien. À la lecture, je demande, dis-moi, filtre de Bloom, est-ce que la partition CUX est contenue dans le fichier? Genre, comment je fais? J'applique les trois mêmes fonctions de H. Je trouve 1 ici. Normalement, je devrais trouver 1 ici, 1 ici, 1 ici, si ma partition CUX appartenait dans le fichier. Mais comme le filtre de Bloom qui a été construit à l'écriture a des zéros ici, je sais que non. La réponse est non. Donc dès que j'ai un 0, c'est un vrai négatif. Je suis sûr que la partition CUX n'appartient pas à ce fichier-là. Donc je peux m'épargner la peine de lire ce fichier sur disque. Mais comme on a des collisions, même si mes trois fonctions de H pointent sur des cellules avec des 1, je peux avoir des faux positifs. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Alors un peu de maths pour calculer la probabilité. La probabilité pour qu'un bit soit mis à 1, c'est 1 sur m. M étant la longueur de mon tableau. D'accord? Classique. La probabilité pour qu'un bit soit mis à 0, c'est 1 moins 1 sur m. Parce qu'il n'y a que deux états, hein, 1 ou 0. C'est un état binaire. Très bien. Comme j'applique k fonction de h, la probabilité pour que un bit soit mis à 0, c'est 1 moins 1 sur m puissance k. Et comme je fais avec n éléments, parce qu'à chaque fois, mon filtre de Bloom, je l'utilise pour insérer plusieurs partitions et pas qu'une seule. Donc, puissance n aussi, donc voilà. Et là, probabilité pour que blablabla, que l'application de k fonction de h sur n éléments, sur mon bit, le mette à 1. C'est 1 moins le résultat précédent. Alors, à ce niveau-là, donc là, ce calcul, c'est terminal, un max, hein, donc tout le monde suit. Mais à ce niveau-là, vous vous dites, mais pourquoi je partais de 1, puis je passe en probabilité de 0, et puis là, je repasse en probabilité de 1. Tout simplement parce qu'en fait, on peut pas raisonner directement sur la probabilité qu'un bit soit mis à 1 dès le début, parce qu'à cause des collisions. D'accord? On peut avoir des collisions. Donc, c'est plus sûr de raisonner sur la probabilité qu'un bit soit mis à 0. C'est pour ça qu'à la fin, on inverse, on fait 1 moins le machin. Donc là, un peu de maths, on fait des approximations. Alors, FPC, c'est False Positive Chance en anglais, ça veut dire le taux de faux positif. Donc, on trouve qu'à le nombre de fonctions de h optimal, c'est la longueur du tableau de bits divisé par le nombre estimé de maximum d'éléments qu'on veut insérer fois log de 2. Donc là, on fait un peu de maths, et on trouve cette relation-là. Si vous connaissez la taille de votre filtre de Bloom, vous pouvez déterminer le taux de faux positifs en connaissant le nombre maximal de partitions insérées, d'accord? Et vice versa, donc. Alors, comme quelques chiffres pour l'exemple, si vous voulez insérer maximum 1 milliard, donc 10 puissance 9, partitions dans un même fichier, dans un même filtre de Bloom, si vous prenez un taux de faux positif de 10%, ça va vous prendre 500 mégas. Taux faux positif de 1%, c'est 1 giga de données en mémoire. D'accord? Quelques mises en garde. Les filtres de Bloom, en fait, on peut pas une fois que leur taille est assignée dès le début, on peut plus les retailler. D'accord? Parce que, une fois que vous avez appliqué vos fonctions de h partout, si on les retaille, ça veut dire qu'on rajoute des cellules, ça va fausser tout l'ensemble. Et en plus, plus vous allez insérer de données, plus vous allez marquer les cellules avec des 1, plus le taux de collision augmente. D'accord? Forcément. Question? Oui. Alors en fonction de la stratégie de compaction, alors la compaction, je rappelle pour tout le monde, c'est le fait de lire les fichiers en mémoire, des fichiers immuables, de les fusionner ensemble pour garder le timestamp le plus grand pour chaque colonne. Ça c'est la compaction.
on a plusieurs stratégies de compaction en fonction de la typologie des données. Par exemple, si on insère beaucoup de données, on sait qu'on va fragmenter beaucoup, donc on compacte beaucoup plus agressivement. Donc en fonction de la stratégie de compaction, la stratégie de compaction par défaut, c'est 10%. Parce qu'elle compacte pas beaucoup. Le fait qu'elle ne compacte pas souvent fait qu'on a beaucoup de fragmentation sur disque. Ça veut dire fait qu'on lit une partition, ça s'étale sur plusieurs fichiers. Donc du coup, non, je dis le contraire. Alors, 1%. Par défaut, c'est 1%. Donc on veut limiter le taux de faux positifs avec une compaction qui compacte de manière beaucoup plus agressive. On a l'assurance qu'en fait les différentes partitions sont fusionnées dans un même fichier. Donc il y a très peu de chances de probabilité pour à la lecture qu'on aille taper dans plusieurs fichiers pour lire la même partition. Du coup, on peut augmenter un peu le taux de faux positifs pour gagner en termes d'espace de stockage en mémoire. Donc 1% par défaut avec la stratégie de compaction par défaut, sinon 10% pour l'autre stratégie de compaction. D'autres questions? Alors ce qu'il faut retenir, c'est quand vous voulez tester l'appartenance d'un élément à un ensemble, les filtres de Bloom, c'est très connu, hein, dans l'industrie, c'est extrêmement connu. Il y a d'autres dérivés du filtre de Bloom que je ne mentionne pas ici par manque de temps. Il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas de magie dans la vie. Les structures de données qui prennent très peu d'espace et qui vous donnent des informations, typiquement l'appartenance ou non d'un élément à un ensemble, sont tous basés sur des structures probabilistes, c'est-à-dire sur des haches. C'est une réduction de kernelalité. Le principe d'un hash est qu'à l'entrée, vous pouvez avoir 10 milliards d'éléments. L'espace d'adressage des hashes c'est un espace fini. C'est-à-dire le nombre de valeurs de hash possibles est fini. Donc ça veut dire que si à l'entrée on a 10 milliards d'éléments possibles et l'espace de hash, on va dire 100 millions, ça veut dire qu'il y aura des collisions. Donc, notion de probabilité qui entre en jeu. Oui. Alors la question que quand vous faites la compaction, donc là la distribution des partitions sur les fichiers physiques change parce qu'on compacte. Donc il faut réécrire les filtres de Bloom pour tout à fait. Très bonne question. Quand on compacte les fichiers sur disque, donc on crée un nouveau fichier. Du coup, il faut qu'on crée un nouveau filtre de Bloom pour ce nouveau fichier. Tout à fait. Oui. Ça veut dire que, en fait, on charge les données des différents fichiers en mémoire. On crée un nouveau filtre de Bloom avec une longueur. Ça, c'est l'algorithme hyperlog que j'ai pas le temps de faire parce que ça dépasse largement. Donc, on fait une estimation de cardinalité pour savoir quelle est la longueur de mon tableau de filtre de Bloom qui va potentiellement me donner la meilleure performance. Et après, lorsqu'on écrit dans le nouveau fichier, au fur et à mesure qu'on écrit, on remplit avec des 1 dans le nouveau filtre de Bloom. Voilà. D'accord, merci. Ouais. Dernière structure de données, bon, celle-là, elle est plus facile. Les arbres de Merkle. Donc, c'est pas tout récent. Souvenez-vous tout à l'heure, au début, quand je disais que dans l'algorithme CRDT, il y avait une propriété qui était obligatoire pour la convergence, c'était que les nœuds se parlent entre eux de manière récurrente et éventuellement font des réparations en cas de synchronisation. Eh bien, déjà, pourquoi on répare? Parce que dans la vie réelle, on a des problèmes de coupure réseau, micro-coupure réseau, c'est-à-dire qu'il y a un paquet qui passe pas, et c'est tellement bref qu'en fait, au niveau détection réseau, on a l'impression que la connexion est toujours là. Mais vous pouvez perdre des paquets, ça arrive. Hein. Donc on peut perdre une donnée. Les nœuds sont en panne, pourquoi? Parce que le disque est mort, je sais pas, parce qu'il y a un crash, etc. Bon bref, il y a plein de raisons qui fait que on peut louper des écritures. Donc du coup, on a besoin de réparer. Alors la réparation de données, elle est consiste à lire toutes les données d'une table
Donc, c'est une opération qui est très intense en termes de bande passante réseau et bande passante disque. D'accord? Bah, quand vous faites un select étoile sur une table, surtout en distribué, bah, ça, c'est très coûteux. Et donc, le problème, c'est que si on fait ça, si on compare les données brutes, c'est trop coûteux. L'idée, c'est de comparer pas les données brutes, mais juste le hash des données brutes, qu'on appelle un digest, un résumé. C'est toujours aussi intense au niveau disque parce que chaque réplica va devoir lire depuis le disque ces données en mémoire pour calculer le digest, donc le résumé, le hash. Sauf que cette fois-ci, on va épargner le réseau parce que ce qu'on va échanger, ce qu'on va comparer, ce n'est pas les données brutes, mais juste le hash. Alors, comment ça marche? L'arbre de Merkle n'est ni plus ni moins qu'un arbre de hash. D'accord? Un arbre binaire. Un arbre binaire avec un niveau de profondeur défini. Donc le nombre de nœuds terminaux, c'est 2 puissance, la profondeur. D'accord? Un arbre strictement binaire. Dans les nœuds terminaux, ce qu'on met, c'est on va lire un bloc de données et on va hasher tout le contenu de ce bloc et on va écrire ici le hash. Et à chaque fois qu'on monte d'un niveau, on calcule le hash des niveaux précédents. Donc, à la racine de mon arbre de Merkle, c'est juste un super hash de tous les autres hash. Et ce qu'il va faire, Cassandra, ce qui va calculer cet arbre de Merkle, il va échanger sur le réseau juste cet arbre. Et donc, chaque réplica va commencer la comparaison en partant de la racine. Est-ce que la valeur de hash de la racine correspond? Si oui, ça veut dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mes données correspondent parfaitement. Sinon, chaque nœud va descendre progressivement pour savoir à quel niveau le hash ne correspond plus. Et c'est à ce niveau-là qu'il va demander une réparation, en fait, des données. D'accord? Donc, par défaut, hein, dans Cassandra, la profondeur, c'est 15 de l'arbre. Donc, ça veut dire qu'on a 32 000 et des poussières nœuds terminaux. Ça veut dire que, avec 32 000 et des poussières nœuds terminaux, il faudrait qu'on couvre toutes les données d'une table. Les réparations se font table par table. Or, on sait très bien que si jamais j'ai plus que 32 000 et des poussières partitions, une partition, c'est une physique, hein, c'est la clé primaire d'une table, ça veut dire que plusieurs partitions vont devoir partager un même nœud terminal. D'accord? Donc là c'est juste l'explication de comment on répare, donc on peut comparer les hash, etc. Donc voilà, dans mon exemple, j'ai 327 000 et des poussières partitions, ça veut dire que la résolution étant 32 000, ça veut dire que 10 partitions partagent une même valeur de hash. C'est le drame, parce que une colonne sur la partition diffère, et c'est l'ensemble, enfin c'est le hash de ces 10 partitions qui est modifié. Et donc, Cassandra, quand il va comparer, il dit « Ah, mon hash il est pas pareil. » Qu'est-ce que je dois faire? Je dois streamer sur le réseau, je dois transférer sur le réseau le contenu de 10 partitions pour juste une colonne. Alors une partition, je rappelle, hein, c'est un ensemble de colonnes physiques sur disque. Typiquement dans ma table user, j'ai nom, prénom, âge, adresse, etc. Il suffit qu'il y ait une colonne, juste l'âge d'une personne sur 10, diffère, pour que Cassandra envoie toutes les données de 10 personnes sur le réseau. Donc c'est pas terrible. Alors comment on peut... Ça, c'est à cause de la résolution de mon arbre de hash, en fait. Alors comment on peut améliorer la résolution? Donc c'est le problème, ce qu'on appelle overstreaming, ça veut dire que j'envoie trop de données, plus de données que nécessaire. Donc première idée, c'est de dire, puisque c'est un problème de résolution de mon arbre de hash, je peux augmenter dynamiquement la profondeur. Et plus j'augmente la profondeur, plus j'ai le nombre de nœuds terminaux augmente, et du coup, plus j'améliore ma résolution. Alors, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est toujours garder le même arbre la même profondeur,
Mais au lieu de réparer sur l'ensemble de toutes les partitions, je fais plusieurs mini-réparations. Chaque réparation va concerner un petit nombre de partitions. Et du coup, nécessairement, j'améliore également ma résolution. D'accord? Par plage de partitions, en fait. Donc, c'est cette solution-là qui a été retenue. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Alors, une question en haut, une question là. Alors en fait, j'ai deux questions. Oui. Comment gérer, comment s'assurer que les partitions choisies par chaque nœud, c'est toujours les mêmes? C'est-à-dire dans le même ordre qu'il a fait le découpage. Typiquement, parce que un exemple comme ça me vient à l'esprit, s'il y en a une base qui a une partition au début qui est fausse, qui est en plus, ça va tout décaler en fait. Ah mais je suis complètement d'accord. Alors, comment ça marche? Alors Cassandra, il faut remonter plusieurs slides en arrière. Souvenez-vous, au début, j'avais des intervalles de hash. D'accord? Chaque réplica est responsable d'un intervalle de hash. D'accord? Et donc, le truc, c'est que soit, quand on lance une réparation, on dit, voilà, je répare par petits bouts, et en fait, les différentes réplicas se mettent d'accord. Je dis, bon là, je vais calculer un arbre de hash sur n valeurs sur... Alors, c'est pas n partitions, c'est pas le nombre de partitions qui compte, c'est la plage. C'est de moins x sur machin à plus x sur machin. Et donc, c'est là, c'est intéressant. Si sur le réplica 1, cette plage contient 10 partitions, mais que sur le réplica 2, cette plage contient 11 partitions, ça veut dire qu'il y a une désynchronisation. Donc, nécessairement, la valeur finale de h diffère. Donc, on arrive à détecter qu'il y a un problème de synchro. Deuxième question. Et la deuxième question, est-ce que c'est prévu pour gérer les cas de collusion des haches? Parce que un hash, c'est qu'on a une donnée qui peut être infinie en entrée pour sortir dans un espace qui est fini. Et donc, on peut avoir des données sur une partition qui sont différentes, mais qui génèrent le même hash. Est-ce que c'est un cas qui est pris en compte ou pas? Bah, c'est simple. Dans ce cas-là, on stream des données pour rien. Mais justement, encore une fois, la fonction de hash est choisie justement pour être la plus distributive possible, en fait. Encore une fois, mais ça, oui, on sait que... Alors, il y a deux solutions. Soit on prévoit le cas, ça veut dire qu'on fait des contrôles supplémentaires. Mais ça veut dire quoi, contrôler des contrôles supplémentaires en cas d'égalité de hash? Ça veut dire envoyer les données brutes. Donc dans ce cas-là, la solution la plus simple et la moins compliquée à implémenter, c'est OK, j'accepte qu'il y a des collisions, j'accepte d'envoyer des données pour rien, mais je considère que le taux de collision est faible pour que ce soit une implémentation acceptable. Mais on va pas le voir si on envoie uniquement le hash pour comparer. Non, on envoie le hash et le timestamp aussi. D'accord. Parce que j'ai pas mentionné dans mon truc pour ne pas compliquer les slides, mais il y a aussi l'histoire timestamp parce que toujours, encore une fois, c'est des CRDT, donc on compare toujours par rapport au timestamp plus le hash des données, etc. Il y avait une question ici. Ça a été répondu. D'autres questions? Bon, je pense qu'on est quasiment presque dans les temps. Donc voilà, pour terminer, souvenez-vous, système distribué, synchronisation des états. Une des pistes, c'est, alors au lieu de comparer bêtement les valeurs, c'est comparer leur hash. Parce que le hash, ça réduit la dimensionnalité en fait des données. Alors évidemment avec des problèmes de collision comme on a mentionné. Voilà, je crois que je suis dans les temps. J'ai bien fait de sabrer la dernière partie parce que sinon je serais jamais dans les temps. Merci à tous. Merci beaucoup.